Bonsoir à tous. Merci pour votre présence ce soir en direct sur notre page Facebook Arkea. Nous avons le plaisir donc ce soir d'avoir comme invité Hélène Patou-Mathis, donc qui est vous avez sans doute entendu parler, hein, une archéologue préhistorienne, spécialiste des hommes et des femmes de Néandertal. Donc elle travaille pour le Muséum national d'histoire naturelle à Paris. Donc, elle vient notamment j'en profite pour vous prévenir, elle vient notamment de sortir un livre qui s'intitule L'homme préhistorique est aussi une femme aux éditions Alary. Mais ce soir, donc, elle va intervenir sur un tout autre sujet. Donc, elle va nous parler des représentations, des mythes imaginés par les hommes autour du mammouth. Donc, la conversation ce soir sera vraiment centrée là-dessus. Donc, comme d'habitude, enfin, comme pour nos précédentes conférences, il y aura un temps de parole donc, dans un premier temps de Marilène. Puis, vous pourrez poser, bien sûr, toutes vos questions par la suite en commentaire Facebook, juste en dessous de la petite vidéo. Voilà, donc, il y aura une prise de parole de Marilène d'environ 30 minutes avant de vous laisser aussi la parole sous forme de questions. Je crois que j'ai fait le tour. Je vais laisser la parole à Marilène si vous êtes prête. Oui, oui, bonjour à tous. Donc, je suis ravie d'être avec vous. Malheureusement, j'aurais préféré vous voir. Je trouve que c'est plus chaleureux, mais bon, au moins nous pouvons quand même converser à travers les écrans, c'est déjà pas mal. Donc, je vais, oui, intervenir au sujet du mammouth, spécialement sur tout l'imaginaire qu'il y a autour de ces animaux assez fantastiques. Alors déjà, tout commence, enfin, je pense que le côté le plus fantastique de cet animal, c'est justement ces découvertes de cadavres congelés. Et donc, c'est ce que j'ai appelé quoi, la Sibérie, qui est vraiment la terre des mammouths. Et là, c'est très intéressant parce que nous avons eu énormément de découvertes, à la fois des découvertes donc très anciennes qui remontent au XVIIe siècle. Vous vous rendez compte, c'est-à-dire là, il y avait déjà des expéditions en Sibérie à la recherche de ces mammouths au XVIIe et au XVIIIe, et notamment l'empereur, le tsar plutôt. Frédéric était extrêmement intéressé par les mammouths, donc il y a eu plusieurs expéditions. Et pourquoi, en fin de compte, dans ces terres, la découverte de ces cadavres, c'est que, en fin de compte, le permafrost permettait de conserver, donc bien congeler ces mammouths, mais il y a toujours plus ou moins de fonte dans certaines régions à certaines périodes. Et d'ailleurs, j'en profite malheureusement parce que c'est dramatique. C'est pour vous dire qu'actuellement, il y a un dégel assez important là aussi du permafrost dans ces régions et que nous avons encore des mammouths évidemment qui sortent, si j'ose dire. Alors, ça a toujours attiré parce qu'il y avait ces ossements. Ça a même été non seulement en Russie, mais également au nord de la Chine. Hein. Ils étaient au courant aussi de ces découvertes. Et il y a eu plusieurs missions qui ont mis au jour des cadavres et qui ont impressionné à la fois, bien entendu, les habitants autour, c'est-à-dire tous ces peuples, hein, les Dolgas, les Seras, tous ces peuples sibériens, connaissaient bien avant ces découvertes d'ailleurs. Hein. C'est grâce souvent à leurs propos, hein, parce que comme il y avait beaucoup de marchands, etc., donc c'était connu grâce à ce commerce je parlais de la Chine, mais justement entre la Chine et la Russie. Et donc, ça a beaucoup impressionné les voyageurs, les explorateurs. Et donc, tout au cours du 19e et au cours du 20e siècle, il y a eu la découverte de ces cadavres avec des choses absolument très surprenantes pour beaucoup, parce que certains de ces cadavres, ils étaient tellement bien conservés qu'on pouvait savoir ce qu'ils avaient mangé, qu'on avait même du sang coagulé. Il y avait même certains qui avaient encore du sperme. Donc tout ça a beaucoup frappé au cours du XXe siècle les savants et a permis donc de faire progresser énormément la connaissance des mammouths. Mais ce n'est pas le sujet de ce soir, mais je tenais quand même à vous dire que enfin pas tout, mais une grande partie repose aussi sur ces découvertes qui sont quand même exceptionnelles.
Voilà, je vous mets quelques images quand même anciennes hein, de cette découverte Perovzoka qui, en 1901, donc, qui a été un des mammouths importants et qui a suscité évidemment l'engouement et a provoqué la multiplication des expéditions. Là, le Liakov, parce qu'il est au muséum hein, à Paris, donc là aussi on avait évidemment entre les savants de l'époque des échanges, et c'est pour ça qu'au muséum nous avons plusieurs squelettes ou restes de mammouths de Sibérie. Ce qui est intéressant, c'est que ça s'est poursuivi et peut-être même un petit peu amplifié par rapport à la seconde moitié du XXe siècle, au XXIe siècle, avec on va dire l'intérêt de quelqu'un qui s'appelle Bernard Buig, qui a donc monté beaucoup d'expéditions et toujours en accord avec les Dolganes qui justement l'avertissaient lorsqu'il y avait des découvertes et il s'entendait avec eux pour leur dire bah, écoutez, nous on vous laisse les défenses parce qu'il faut beaucoup d'objets, beaucoup d'artisanat dans l'ivoire de mammouth, mais nous il faut absolument préserver le cadavre et tout pour qu'on puisse faire vraiment des études importantes sur ces cadavres. Et là, c'était aussi très période du début du XXe siècle parce qu'on a découvert pas mal de bébés. Donc là, ça a complété aussi nos connaissances sur les mammouths. Alors voilà quelques images, hein, notamment on voit des dolganes, on voit des nénettes, pardon, ici, et puis on voit donc, les découvertes de ces mammouths avec Bernard Buig et de ces défenses donc, qui étaient réservées pour les peuples qui étaient autour. Donc ça, c'est important de replacer ça dans ce contexte sibérien. Mais en même temps, donc, nous avons aussi découvert, bien entendu, des restes osseux, des grands mammouths. Et là, ça a complété à la fois les données qu'on a avec les cadavres, mais surtout, ça a permis, notamment à la fin du XVIIIe siècle, donc à Georges Cuvier de définir, de reconnaître vraiment le mammouth comme un éléphant fossile. Parce qu'il y avait aussi beaucoup de débats, les savants n'acceptaient pas tellement cette proximité avec l'éléphant, puisqu'ils disaient que ce n'est pas possible qu'il y ait eu des éléphants donc au nord donc, de la Sibérie notamment, puisqu'un éléphant, normalement, ça vit dans un milieu tempéré, ça vit en forêt ou en savane. Donc, il y a eu un gros travail de Georges Cuvier qui a enfin pu reconnaître en 1795. Donc, c'était vraiment un lien donc, avec les éléphants. Donc, ça, c'était aussi une donnée très, très importante. Et on a pu aussi, grâce à ces cadavres de Sibérie, associés donc aux cadavres aux squelettes plutôt découverts en Europe, on a pu définir donc l'espèce du mammouth le plus célèbre, hein, c'est le mammouth laineux. Donc là, c'est aussi une donnée importante qui a permis de définir ce fameux Mammuthus primigenius. Alors, les principaux, rapidement aussi pour vous dire, vous voyez les découvertes les plus importantes, là aussi c'est au 19e de ces fameux squelettes. Et c'est l'association, en fin de compte, de ces découvertes à la fois d'animaux comme ça conservés dans un état parfois exceptionnel, et puis ces ossements, ces grands ossements de mammouth qui ont suscité évidemment l'engouement, qui ont suscité l'engouement à la fois bien sûr des savants, mais aussi de tout le monde. C'est devenu très populaire puisque certains pouvaient trouver dans leur jardin donc ces grands ossements, et c'est rentré aussi dans l'imaginaire de tout à chacun, ces animaux qui étaient très très grands. Et bien entendu, c'est sur ça que je vais m'arrêter, ça a donné libre cours à des tas de mythes. Alors, si on prend les mythes sibériens, par exemple, que je ne peux pas tout développer évidemment, hein, puisque une demi-heure, ce qui est très intéressant, c'est que pour eux, ces mammouths, ils les considéraient comme une espèce de grosse taupe, énorme taupe, qui creusait des galeries et qui d'ailleurs, en creusant ces galeries, provoquait les séismes. Voilà, pour eux, ils expliquaient les séismes, les mouvements du sol, par le déplacement de ces grosses taupes à l'intérieur des galeries. Et alors, ces grosses taupes, eh bien, pourquoi ils retrouvaient leurs cadavres? Parce que dès que ces grosses taupes sortaient à l'air, prenaient la lumière, prenaient les rayons du soleil, eh bien, ils mouraient.
Donc, c'est pour ça qu'on retrouvait leurs cadavres. Et vous voyez, c'est intéressant parce que c'était à la fois un animal qui n'était bien sûr pas connu pour eux, mais qui, en fin de compte, répondait à des questions, à des interrogations, comme pourquoi il y a la Terre qui bouge. Et ben, eux, ils avaient trouvé une réponse avec cette hypothèse. Et ce qui est très intéressant, je vous parlais tout à l'heure du commerce qu'il y avait entre la Russie, la Sibérie et la Chine du Nord, puisqu'on retrouve au nord de la Chine, là aussi, ce mythe, en fin de compte, de cet animal un petit peu voilà, considéré comme des gros rongeurs qui parcouraient des galeries. Donc, ça a perduré, on peut dire, très longtemps dans les mémoires des Sibériens, à tel point qu'au moment des découvertes dont je vous parlais tout à l'heure très rapidement, surtout au 19e siècle, dans leur mémoire, c'était très dangereux, mémoire collective, il ne fallait pas s'approcher de ces animaux parce qu'on pouvait tomber malade et on pouvait même mourir. Comme si encore cet animal avait cette connotation surnaturelle, alors qu'il était à la fois réel, puisqu'on les voyait, mais aussi ce côté surnaturel et en fin de compte assez maléfique, puisque beaucoup des peuples qui accompagnaient, des peuples sibériens qui accompagnaient donc les explorateurs, dès qu'il y avait la découverte d'un mammouth, ils s'éloignaient pour justement pas avoir cette malédiction donc du mammouth. Alors c'est intéressant parce que ça peut rejoindre quelque part une réalité, c'est-à-dire que au moment de la décomposition, il est possible qu'il y ait eu quelques virus, donc quelques-uns de ces dolganes, par exemple, aient attrapé une vraie maladie à cause de ces mammouths. Mais donc voilà, déjà, une grande partie de ces représentations de cet animal fantastique par les peuples sibériens. D'un autre côté, nous avons la découverte des ossements fossiles donc de ces pachydermes, parce qu'il n'y a pas que le mammouth laineux. Et donc là, on a eu aussi beaucoup de mythes qui se sont créés autour de cet animal. Et notamment, un des plus connus, des plus célèbres, c'est le mythe des géants. C'est-à-dire que ces découvertes ont fait travailler l'imaginaire et sont vraiment devenus des animaux qui n'étaient pas des animaux, mais des humains géants et qui étaient là avant les hommes. Donc c'est intéressant parce que ce mythe commence très tôt, hein. Ce mythe des géants, on a déjà des petites représentations au XVIIe et XVIIIe siècle, donc de ces géants. Et ces géants qui, en fin de compte, sont tellement importants à certains moments qu'ils vont même rentrer dans les lignées aristocratiques. C'était bien vu au XVIIe, XVIIIe siècle que l'on ait un ancêtre géant. Alors évidemment, c'est parce que ces découvertes de grands fémurs, de grosses dents et tout, pour la population qui ne connaissait pas évidemment qu'il y avait eu des ancêtres de nos éléphants, ils pensaient que vraiment c'était des humains, des géants. Alors, il y a beaucoup de choses autour de ces géants. Totobacus, évidemment, c'est une découverte importante, mais je ne vais pas, si vous avez des questions, on en reviendra, mais bon, je ne vais pas développer ça, sinon je ne pourrais pas vous parler du reste. Mais vraiment, j'en parle beaucoup dans mon livre sur les mammouths. C'est vraiment très intéressant de voir là aussi cet engouement pour ces espèces de géants. Nous avons aussi probablement l'origine du mythe des cyclopes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on situe ça vers 130 000 ans, des éléphants antiques, alors là on n'est plus dans le mammouth, mais on est dans un cousin, ce qu'on appelle l'éléphant antique, ont été piégés sur des îles, notamment des îles de la Méditerranée, et donc ils se sont fait piéger, ils ont réduit de taille, etc., ils sont morts sur ces îles, et leurs ossements ont été redécouverts, et vous savez, le crâne d'un mammouth ou d'un éléphant, il y a une partie très fragile entre les deux orbites qui se casse très facilement, qui résiste mal au temps. Et donc, ça fait comme si ces crânes n'avaient qu'un œil, un grand œil au milieu. Donc,
euh, de la face. Donc ça donnait probablement le mythe des cyclopes. Donc on retrouve ça beaucoup dans l'Antiquité. Et puis, évidemment, un autre mythe qui a là aussi fait couler beaucoup d'encre, c'est que quand on découvert, bien sûr, ces os, on découvert aussi les défenses des mammouths. Et là, de là est parti aussi le mythe de la licorne. Alors, cet animal, vous savez, à moitié cheval, avec cette espèce de grande corne, et on avait ces représentations de cet animal mythique, et en partie donc, de sa création, si vous voulez, en partie de ses défenses qui étaient retrouvées. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qui a perduré. C'était tellement fort qu'on appelait ça donc les licornes fossiles, et qu'on on l'a donné là aussi à ces défenses de mammouth. On a donné une signification surnaturelle, une puissance là aussi qui pouvait être utilisée en pharmacopée. Et on a beaucoup récupéré ces défenses au XVIIe, au XVIIIe. On a broyé ces défenses, on en a fait des poudres. Et ces poudres, c'était extrêmement cher parce qu'elles avaient des pouvoirs de guérison extrêmement importants. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant. Bien entendu, dès qu'il y a eu au 19e siècle la découverte notamment des narvals, on a compris que ces cornes et tout, la plupart étaient aussi des défenses de narval et non pas de mammouth. Mais il y a eu une espèce de confusion là aussi entre cet animal réel que sont les mammouths et cet animal mythique qu'est la licorne. Donc on retrouve dans beaucoup de mythes, à la fois à l'est de l'Europe et chez nous, donc les mammouths qui sont vus comme en fin de compte des animaux qui avec toujours des pouvoirs surnaturels, des pouvoirs aussi de dépasser l'humain, c'est-à-dire qu'en fin de compte, pour eux, c'était un animal mythique aussi par sa taille, par ses os extrêmement robustes, très grands, ses défenses qui ont beaucoup frappé aussi les humains. Donc, on a eu toutes ces créations et tout cet imaginaire, en fin de compte, a poussé là aussi à la fois les expéditions, je vous en parlais tout à l'heure que même jusqu'à il n'y a pas longtemps, on fait beaucoup d'expéditions, enfin encore actuellement, à la recherche de cet animal, bien qu'on le connaisse bien, et aussi par la recherche aussi d'une espèce de mythe de l'homme avec l'homme préhistorique, donc avec cet animal. C'est pour ça que lorsqu'on a commencé à prendre conscience au 19e siècle qu'en fin de compte, nous, les humains, nous avions aussi des ancêtres, grâce évidemment aux travaux de Charles Darwin, et surtout sa publication de 1871 qui montre que nous avons un ancêtre commun avec les grands singes. Donc, on a commencé là aussi à rêver, à fantasmer. Il y a eu beaucoup d'ouvrages sur les liens entre les hommes préhistoriques donc, et cet animal fabuleux. Et on a eu des représentations, je vous en mets quelques-unes, j'aurais pu en choisir beaucoup d'autres, de cet animal. Voilà, c'était fantasmé, c'est-à-dire qu'on imaginait ces chasses au mammouth. Voilà, même des fois, on a des représentations où ils ont un armement extrêmement rudimentaire et vont s'attaquer à ce grand animal. Donc, d'un seul coup, les hommes préhistoriques vont devenir en fin de compte des héros d'histoire grâce à ce mammouth. Et je sais que vous avez, je crois, eu une conférence de Stéphane Péon déjà sur les relations entre l'homme et le mammouth, mais c'est important parce que il va être présent à la fois donc dans la vie courante, c'est-à-dire au niveau de la subsistance, hein, puisqu'il va apporter évidemment pas mal de viande pour ces humains, mais aussi par le côté romanesque, on va dire, de cette vision de ces hommes mal armés qui vont chasser cet animal extrêmement puissant.
Et il y a eu beaucoup de romans, et je pense que vous connaissez tous, j'aurais pu la mettre d'ailleurs, vous connaissez tous Raon. Et là aussi, on voit dans plusieurs des ouvrages sur Raon, on voit beaucoup le mammouth. Donc, ce lien, là aussi, est important dès la préhistoire. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ce qui est très intéressant de voir, c'est que la fascination pour cet animal a traversé le temps. C'est-à-dire qu'elle a été dès les origines, là, avec les humains préhistoriques, et jusqu'à maintenant. Et ça, je crois que c'est peut-être un des seuls animal qui a autant suscité à la fois le côté scientifique des recherches et à la fois le côté de l'imaginaire. Alors, cet animal, chez les hommes préhistoriques, parce que là c'est quand même important de voir son influence, a été non seulement du côté, c'est ce que j'appelle de la sphère domestique, hein, voilà, pour la subsistance, mais aussi, évidemment, tout de suite, ils ont été attirés par ces fameuses défenses, par l'ivoire, qu'ils ont énormément travaillé et dans lesquelles ils ont fait des parures absolument exceptionnelles. Ici, je vous ai mis un bracelet, donc vraiment d'une beauté magnifique. Ils ont fait plein de perles aussi en ivoire de mammouth. Et donc là, d'un seul coup aussi, cet animal est sorti de la sphère domestique pour entrer dans la sphère sociale, c'est-à-dire dans la parure. Et là, ce n'est pas anodin à ces périodes-là. La parure, ça a un sens. C'est-à-dire que l'objet qu'on va mettre en pendeloque, les colliers, etc., sont très, très importants dans ces sociétés pour soit s'identifier en tant qu'individu par rapport à son groupe, soit entre clans, c'est-à-dire par exemple, ça peut être aussi la représentation d'un clan. Donc, cet animal qui, en fin de compte, fournit cet ivoire a un double aspect pour ces hommes préhistoriques. Et c'est ça aussi que je pense qu'il faut noter. Il va dépasser donc ce côté simplement de quotidien, d'animal, si j'ose dire, qui rentre seulement dans la subsistance et rentre aussi dans la sphère sociale. On a d'ailleurs quelque chose de très important, c'est aussi, il est présent, cet animal, avec les morts. Donc là, c'est intéressant parce qu'il est présent de différentes manières, à la fois par la parure. Ici, à Sungir, nous avons des milliers de perles en ivoire de mammouth qui ornent donc qui ornaient le vêtement de cet homme, qui est un sapiens, un homme moderne du paléolithique supérieur, mais aussi par des morceaux. Alors, des fois, probablement des morceaux de viande. Hein, nous, il ne nous reste que les os. Donc, il devait accompagner le défunt. Et aussi, souvent, des os particuliers, comme ici, je vous ai mis l'exemple des homopathes, parce que ces grands os, évidemment, étaient utilisés pour protéger le corps du défunt. Donc, il était porté, il était mis, ces omoplates, pardon, étaient mises donc sur les corps des défunts. Et donc, ça, c'était aussi une signification importante pour nous, puisque là, sphère domestique, sphère sociale, et maintenant, en fin de compte, il vient dans une sphère symbolique, et là, notamment dans les questions métaphysiques, puisqu'il va accompagner, le mammouth va accompagner donc les défunts, les morts. Alors, malheureusement pour nous, vous savez, on peut constater ça. Alors, quelles étaient les vraies motivations? Comment ils voyaient? Est-ce qu'ils avaient une croyance autour de cet animal? Est-ce que cet animal, pour certains, cette hypothèse a été proposée, est-ce que c'est un animal totem, par exemple? Donc là, on peut que s'interroger, mais pourquoi pas envisager un rapport très particulier avec cet animal qui est présent dans tous ces domaines de la vie de ces hommes préhistoriques. Là, je vous montre aussi dans certaines huttes, certaines cabanes, nous avons aussi des ossements de mammouth qui avaient été récupérés probablement sur des carcasses, hein, et puis qui avaient été peints. Il y en a d'autres qui ont été un peu sculptés. Et donc là aussi, c'est intéressant parce que
il accompagne, dans cet habitat, il accompagne donc la vie quotidienne, mais par son côté symbolique. Parce que mettre un crâne de mammouth peint dans une cabane, c'est pas anodin. C'est-à-dire que ça veut dire quelque chose. Alors, est-ce que ce lieu, et là aussi on peut s'interroger, est-ce que ce lieu, dans cette hutte, dans cette cabane, est-ce que c'était un lieu particulier où, en fin de compte, il y avait peut-être des cérémonies? Ça, c'est très difficile à dire. Mais on constate que, par exemple, ici, à Molodova, on n'a rien autour, quasiment. On a un foyer, mais on n'a pas ce qu'on appelle des vestiges qui montrent la vie quotidienne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lieu de taille d'outils ou de lieu de déchets culinaires. Donc, on est peut-être dans un endroit, vous voyez, particulier. C'est pour ça que certains s'interrogent sur la place du mammouth dans une espèce de panthéon, peut-être en rapport à certaines croyances. Alors là, je vous ai mis aussi ce mammouth gravé sur la défense de mammouth, qui est intéressant parce que c'était cette découverte, donc en 1864, a permis de montrer l'ancienneté de l'homme, a permis de montrer que les hommes ont vécu avec les mammouths. Donc c'est une pièce exceptionnelle parce que la gravure, malheureusement, évidemment, vous avez peut-être du mal à voir sur l'écran. Elle est belle, c'est un très beau mammouth qui est figuré sur cette défense, sur fragment de défense de mammouth, mais ça a été capital. Parce que là, évidemment, tous ceux qui étaient contre l'ancienneté de l'homme, là, c'était une preuve irréfutable, puisque c'était un mammouth gravé sur une défense de mammouth. Donc, c'est une pièce qui est vraiment très intéressante. Donc, je voulais vous en parler aussi. Évidemment, le mammouth, en tout cas l'ivoire de mammouth, va être énormément utilisé, là aussi, dans la sphère symbolique et artistique, puisque nous allons avoir beaucoup d'objets en ivoire de mammouth. Et là aussi, on ne peut que se poser la question sur l'utilisation de ce matériau, parce qu'en fin de compte, c'est pas facile à travailler l'ivoire. On peut plus facilement travailler, décorer, etc., des bois de renne, par exemple, des bois de cervidés, que de travailler l'ivoire. C'est très long, ça prend du temps, c'est assez fragile, donc c'est pas évident. D'ailleurs, beaucoup de ces, notamment les Vénus, ici je vous ai mis Brassampouille, on voit qu'il y a des fissures, etc., la Vénus de Lespugue aussi. Mais c'est quand même c'est important de voir qu'ils ont quand même voulu traiter ce matériau parce que là aussi, probablement, qu'il avait derrière simplement la matière première, il y avait toute une signification, peut-être des symboles, là aussi, qui nous échappent. Mais en tout cas, c'est un support qui est intéressant à double titre, donc pour faire des œuvres absolument magnifiques et aussi peut-être qu'il y avait une connotation donc symbolique plus forte parce qu'elles étaient faites en ivoire. Je vous montre ces statuettes allemandes de Stadel qui est absolument impressionnante. C'est en ivoire, donc ça a été un travail, ça a dû être un travail extrêmement dur, long, minutieux pour arriver à faire cette silhouette, en fin de compte, ce corps humain avec une tête de lion. Et ça, là aussi, c'est très intéressant parce que vous avez la puissance du mammouth par le matériau qu'est l'ivoire, et vous avez cette tête de lion. Et les lions des cavernes à l'époque, maintenant on sait, grâce aux peintures de Chauvet, qu'il n'y avait pas de crinière. Hein. Et donc le lion, peut-être que déjà à l'époque, comme c'était un des super prédateurs, qui était un grand chasseur comme les humains préhistoriques de l'époque, donc il y avait cette association, peut-être qu'il y a une signification là aussi qui nous échappe, mais importante, de faire en fin de compte s'unir, si j'ose dire, deux animaux avec une grande puissance symbolique. Évidemment, toujours dans cette cosmogonie de ces humains préhistoriques du Paléolithique supérieur, nous avons évidemment les mammouths représentés. Vous avez eu sur l'art mobilier l'image précédente, mais aussi bien sûr sur les parois des grottes. Alors, ce n'est pas l'animal le plus fréquemment représenté. Le plus fréquemment représenté dans l'art pariétal, c'est le cheval et ensuite le bison. Mais le mammouth, c'est ça qui est intéressant, dans certaines grottes, comme à Rouffignac en Dordogne, ils sont extrêmement nombreux.
Et là, on peut aussi s'interroger si certaines de ces grottes, comme Rouffignac par exemple, n'étaient pas des lieux où il y avait peut-être des rituels en lien donc avec le mammouth. Et ce qui est très intéressant sur ces représentations, c'est qu'on a de tout. C'est-à-dire qu'on a à la fois des représentations qui sont très stylisées, mais on reconnaît toujours le mammouth. C'est intéressant parce que c'est sa bosse, évidemment, nucale, c'est aussi son crâne en pain de sucre, c'est évidemment ses grandes défenses. Donc, on reconnaît toujours, mais on a vraiment des choses très différentes, presque des choses un peu abstraites, et on a des représentations tellement naturalistes qu'on a mis en évidence la présence du clapet anal. C'est-à-dire que les paléolithiques ont représenté ce détail anatomique du mammouth. Donc, c'est assez intéressant de voir que là aussi, il y avait à ces différentes périodes, parce qu'il ne faut pas oublier que l'art paléolithique, ça s'étend sur 25 000 ans. Et vous pensez bien que 25 000 ans, ça fait plusieurs types de sociétés qui avaient des structures sociales, qui avaient des cosmogonies différentes. Donc là aussi, il est difficile, je pense, d'envisager que les motivations pour la représentation de ces animaux étaient la même à chaque fois sur 25 000 ans, donc il y avait sûrement différentes motivations. Sauf qu'il faut quand même reconnaître que le mammouth a été relativement peu chassé, alors qu'il est énormément représenté. Donc, on n'a pas ce lien, comme on pourrait croire, entre je vais dessiner un animal, mon gibier, etc., pour que j'ai une chasse qui soit favorable. Donc, on est dans autre chose. Et là aussi, c'est intéressant. C'est comme si, en fin de compte, cet animal puissant, par l'image, les hommes l'avaient emprisonné dans un enclos, hein, dans cette paroi. Sur cette paroi, c'est comme s'il avait fait prisonnier cet animal dans cette paroi. Et ça, c'est quand même quelque chose qui peut être soulevé. De même que souvent, dans les représentations de mammouth, on a aussi l'impression que la paroi elle-même de la grotte, ils voyaient, ces humains voyaient peut-être déjà la forme d'un mammouth, l'œil d'un mammouth. On a des choses très intéressantes comme ça, parce qu'on voit qu'à partir d'un élément rocheux, voilà, par exemple un rognon de silex, là comme à Rouffignac, on a tracé autour le mammouth. Et ça, c'est quelque chose aussi d'intéressant. Est-ce que ça accompagnait un discours? On peut s'interroger. Et que ce discours, en parlant, en fin de compte, on dessinait cet animal qui était déjà là, qu'on ne voyait pas, qui était déjà présent, et autour, donc on le faisait apparaître en quelque sorte. Donc, vous voyez, il y a plusieurs interprétations, et je pense que c'est intéressant de voir que ces interprétations, peut-être, sont justement la représentation de la diversité des cultures de l'époque. Et pour moi, j'ai toujours été impressionnée. Je vous conseille, si vous ne l'avez pas fait, d'aller voir la grotte de Rouffignac. C'est vraiment extraordinaire. En plus, là, je vous ai mis les deux patriarches qui s'affrontent. Hein, ils sont trompe contre trompe. Et ça, c'est très beau. C'est une longue frise, hein, et qui se termine comme ça par le face-à-face de ce qu'on appelle les deux patriarches. Et ça, ou matriarches d'ailleurs. Et ça, c'est vraiment extrêmement intéressant. Il y a toute une histoire là aussi qui est racontée. Et il y a même quelques représentations du mammouth où on pense que le mammouth était déjà parti. Ils avaient déjà quitté les territoires de l'Europe occidentale pour aller plus vers l'Est et plus vers le Nord-Est. Donc ça, c'est intéressant, parce que ça voudrait dire que, en fin de compte, c'est la mémoire collective qui a fonctionné, et que cet animal était devenu mythique, et donc a été représenté alors qu'il était peut-être plus présent dans l'environnement de ces populations. Donc là, vous voyez, on rejoint aussi ce côté assez fascinant de cet animal qui est montré justement par ces représentations donc pariétales. Évidemment, dans les mythes, il ne faut pas oublier quelque chose aussi qui a beaucoup impressionné, c'est le fait qu'on ait découvert aussi
des mammouths nains. C'est-à-dire que là aussi, on a quelque chose qui a beaucoup frappé, notamment les explorateurs, sur les îles Wrangler en Sibérie. Donc, c'était réfugiés des mammouths. Et puis là aussi, à la fonte, donc au réchauffement climatique, hein, a commencé donc ils ont commencé à être piégés sur ces îles. Hein. Ils ont réduit de taille, c'est un phénomène biologique bien connu, et donc ils sont devenus des petits mammouths. Et ça, ça a dû impressionner aussi, c'est très impressionnant. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, cet animal puissant, quoi, aussi, a rétréci, si je puis me permettre l'expression, a réduit de taille pour survivre et rester présent. Et vous vous rendez compte, les derniers, pour l'instant, on a eu les datations, c'est 3700 ans. Et il y a 3700 ans, bah, c'est les premières dynasties égyptiennes. Donc, vous voyez, ils auraient pu être presque contemporains de Ramsès, j'exagère, mais donc là aussi, c'est intéressant de voir qu'il y a eu un débat d'ailleurs dans un site en Égypte, dans une tombe égyptienne, où peut-être certains ont vu la représentation d'un petit mammouth nain. Et c'est en discussion, donc je le mets dans mon livre. Mais en tout cas, c'est intéressant parce que là, d'un seul coup, ça veut dire qu'il y a aussi des discussions qui se transmettent, des récits, des légendes, des contes qui se transmettent, vous voyez, jusque en Égypte, puisque on aurait eu peut-être ce dessin de bébés, enfin de petits mammouths. Autre fascination, évidemment, je ne peux pas passer à côté, mais je ne vais pas vous parler du tout du clonage parce que vous avez eu Régis. Mais là aussi, on voit pourquoi ça fascine encore. C'est bien sûr que beaucoup de chercheurs cherchent à, ce que j'appelle moi, ressusciter le mammouth, c'est-à-dire à le cloner. Et là, on voit à la fois, si vous voulez, surtout, à mon avis, l'imaginaire. Parce que je pense que la reconstitution, le clonage des mammouths, de toute façon, ne nous donnera pas grand-chose de plus. On connaît très très bien le mammouth, sans parler de l'éthique évidemment, hein, parce que, mais on connaît très très bien maintenant le mammouth. Ce qui nous échappe, c'est plutôt toute sa vie sociale. Alors on compare souvent à celle des éléphants, mais est-ce que c'est juste? C'est pas sûr. Donc c'est vrai que c'est tout cet aspect-là qu'on ne connaît pas. Et là, vous pensez bien que si on clonait des mammouths, ça ne serait pas des vrais mammouths et ça ne serait pas dans leur milieu puisqu'il a disparu. Ça serait pas du tout, on retournerait pas au paléolithique parce qu'il y a des mammouths. Donc on n'aurait pas du tout de nouveaux renseignements. Mais bon, pour le sujet qui nous intéresse ce soir, c'est simplement pour vous montrer que là, c'est plus justement ce rêve de rencontrer cet animal qui est encore très, très persistant. Évidemment, c'est pour ça que je terminerai sur cette diapositive, parce que il est vraiment tellement vivant que tous les enfants, tout le monde connaît le mammouth. Voilà, vous, dans la rue, vous faites un sondage. On l'avait fait pour Expo Mammouth. Voilà, tout le monde connaît le mammouth. Ça, c'est vraiment l'animal. Et tout le monde sait qu'il était en même temps que les hommes préhistoriques. Il est vraiment vivant. Et là encore, je crois, cette fascination, quand on voit tous les livres pour enfants qui sortent pour expliquer un peu la préhistoire, vous êtes sûr que dedans, il va y avoir les mammouths, sans parler de tous les produits dérivés. Donc voilà, je voulais finir sur cette image pour vous dire qu'en fin de compte, pourquoi le cloner? Parce qu'enfin, il est tellement encore vivant dans l'esprit de tout un chacun que c'est peut-être pas nécessaire et je suis pas tellement favorable, c'est pas le sujet, je vais pas le développer, mais je suis pas tellement favorable au clonage de mammouth et d'ailleurs même aux autres clonages parce que comme vous le savez peut-être, je travaille particulièrement sur les Néandertaliens et moi un jour j'ai été horrifiée parce que quelqu'un a dit oui, il faut cloner le mammouth, le dodo et tout. Et l'homme de Néandertal. Alors, vous pensez bien que là, j'ai fait, mon sang n'a fait qu'un tour. Mais
En tout cas, bon, je pense qu'il y a beaucoup de chercheurs en ce moment qui travaillent dessus, mais on verra. En tout cas, je voulais terminer sur cette image de ce film qui a eu tellement de succès et qui, en fin de compte, montre que les mythes ont la vie dure. Voilà, je vous remercie. C'est un peu difficile pour moi à travers un écran. J'espère que j'étais assez claire parce que je préfère toujours de discuter et voir le public. Là, c'est un peu difficile devant son petit écran. Je vous remercie beaucoup. Merci Marilène. Donc, on va passer à l'étape des questions après votre intervention. Juste le temps peut-être de vous transférer ces questions puisqu'on passe de... Nos auditeurs sont sur Facebook, on va vous les envoyer sur Zoom. Donc, juste quelques instants de patience. On vous remercie. Alors, donc Marilène, je crois que vous avez une première question de Mélissa. Voilà, tout à fait. Pouvez-vous rappeler la période de présence des mammouths? C'est-à-dire que les mammouths, si on prend l'ensemble des mammouths, sans parler des mammouths laineux, donc on peut remonter jusqu'à même 1,2 million hein, pour les premiers, pour les ancêtres de toute la lignée des mammouths. Et surtout, pour les mammouths laineux là, qui nous intéressent, on a surtout beaucoup de fossiles à partir de 400 000 ans. Jusqu'à, je parlais des petits mammouths là pour finir, donc presque jusqu'à 4 000 ans. Très bien, merci pour la réponse. J'espère que Mélissa, vous avez pu entendre cette réponse. Alors, une autre question peut-être. C'est difficile par visio. Hein. Ça n'a pas la convivialité du présentiel, comme on dit maintenant. C'est sûr, on est d'accord. Alors, il y a une autre question. Donc, de Melaine, je la lis. Une question de Melaine. Le mammouth est-il l'animal le plus représenté en art pariétal? Alors, non, le mammouth n'est pas l'animal le plus représenté. Actuellement, ce sont le cheval, enfin les chevaux et les bisons oryx. Par contre, il est dans certaines grottes, comme à Rouffignac, il est hyper dominant. Il n'y a presque pas que lui, parce qu'il y a aussi des bouquetins. Mais sinon, c'est pas vraiment l'animal le plus représenté. Et c'est pour ça que ça me permet de répéter que cet art pariétal, c'est sur 25 000 ans. Hein. Donc, c'est clair qu'il y a des périodes où les mammouths étaient sûrement plus présents dans la région, parce que l'art pariétal est surtout franco-cantabrique. Donc, il est sûrement plus présent à certaines périodes, bien que il y a un débat pour savoir si certaines représentations du mammouth dans certaines grottes ne sont pas du fait de la mémoire plutôt que de la réalité, du fait que ce mammouth était peut-être déjà remonté un peu vers le nord. Mais ce n'est pas l'animal le plus représenté. Alors, je crois que j'ai une question de Jean-Pierre. Tout à fait. Alors, comment a-t-on pu établir le fait que l'on ait conservé la mémoire du mammouth? C'est-à-dire que le fait de représenter un mammouth qui n'existe plus, qui n'est dans l'environnement des hommes préhistoriques, je pense que c'est par rapport aux humains préhistoriques. Donc, ça montre que voilà, il a été peint de mémoire. C'est-à-dire qu'il a été. Est-ce que on pense que à cette époque-là, de toute façon, vous savez, ce sont des peuples de tradition orale, évidemment. Hein. Et donc, il est clair que autour des foyers, on se racontait des histoires, on se racontait, voilà, on décrivait des chasses, ou on décrivait des rencontres ou, avec les animaux, parce que vous savez que l'art pariétal c'est vraiment une spécificité, l'art pariétal du paléolithique, c'est une spécificité où c'est essentiellement l'animal. Hein. Ce sont des animaux qui sont représentés, un petit peu d'humains, et c'est tout quasiment.
Donc, c'est vraiment, ça tout tourne autour de l'animal. Donc, les animaux, probablement, étaient beaucoup dans les récits, les légendes, les contes qu'on pouvait faire. Et notamment, cet animal avait dû aussi impressionner. Et donc, probablement qu'autour de ces feux, on se racontait des histoires de mammouths, si j'ose dire. Et que peut-être aussi, il y avait peut-être des personnes qui faisaient des petits dessins, soit sur le sable et tout, de ces animaux, tout en parlant. Et en tout cas, c'est parce que certaines datations montrent que peut-être le mammouth représenté n'était plus là dans l'environnement. Voilà, je répète parce que ça me paraît important. Donc, ça veut dire, c'est pour ça que j'appelle conserver la mémoire, puisque en fin de compte, même s'il n'est plus là, on le dessine encore. On en parle encore, si j'ose dire. Une autre question de Frédéric, merci. Une autre question de Frédéric. Le mammouth était-il oui, présent? Voilà, le mammouth était-il présent sur tous les continents? Voilà. Alors, le mammouth, il y en a eu, tout dépend de ce qu'on appelle le mammouth. Hein. Là, si on s'arrête, ce sera plus simple sur le mammouth laineux, hein, celui dont on parle, qu'on a dessiné tous, c'est le mammouth laineux. Alors, ce mammouth laineux, ben, il était en Europe, mais il est passé en Amérique. Donc, il y a eu des mammouths laineux en Amérique du Nord. Et il y avait en même temps les derniers mastodontes, d'ailleurs. Mais il n'y a pas eu de mammouth laineux en Afrique, en Asie. Alors, j'ai une autre question peut-être un peu plus rigolote. Connaissait-on enfin, est-il possible de connaître a posteriori le caractère des mammouths? Et ben voilà, c'est c'est là où on a du mal, quoi, parce que en fin de compte, on ne peut pas savoir. Alors, si vous voulez, on fonctionne des fois par analogie, donc on regarde le comportement des éléphants et on essaie de dire, bon, peut-être que les mammouths, c'était à peu près pareil. Mais on ne sait pas, par exemple, on sait que probablement ils vivaient en troupeau. Mais à part ça, est-ce que c'était le type de caractère ou quel était exactement leur comportement? Là, on n'a pas vraiment, on déduit quoi. On déduit à partir des comportements des éléphants. Mais en réalité, on ne connaît pas. C'est là pour nous, c'est un peu dommage parce que autant on le connaît bien, on connaît sa physiologie, son anatomie, son squelette et tout, mais malheureusement, on ne connaît pas ses comportements. Mais il devait être assez proche de l'éléphant quand on regarde la scène, par exemple, de Rouffignac tout à l'heure. Bon, la rencontre de ces patriarches ou matriarches. Donc, montre que quand même, ils étaient déjà, c'est vrai qu'ils étaient en troupeau et qu'ils étaient, comme les éléphants actuels, conduits par c'est souvent une matriarche d'ailleurs, plutôt qu'un patriarche. Donc peut-être que là, on a un peu d'idées, mais sinon, on a vraiment très peu d'indices parce que nous, on travaille sur ce qu'on découvre. Hein. Donc c'est essentiellement sur les vestiges archéologiques. Merci encore. Alors, une question de Louise, si vous la Oui, voyez. alors là, je suis désolée, je l'ai pas parce que là, il y a un petit moment que j'ai travaillé sur les mammouths pour mon livre et donc je n'ai pas la réponse. Mais si vous avez l'occasion, il est dans toutes les bibliothèques, hein, ou bien vous pouvez bien sûr l'acheter, mais sinon il est dans toutes les bibliothèques. Je le cite, hein, je cite ce site égyptien et je discute un peu d'ailleurs sur les différentes, voilà, parce qu'il y en a qui ils disent oui, il y en a qui disent non. Voilà, donc Ah, j'explique un peu tout ça. Et malheureusement, je l'ai pas, je l'ai pas là en tête. Je vous dirais des sottises, alors je préfère. donc un site égyptien, c'est ça, si j'ai bien Oui, compris, oui, où on peut voir. en fin de compte, c'est un. Vous pourrez le retrouver dans mon texte si vous voulez et le mettre sur Internet. Bien sûr. En fin de compte, c'était dans une tombe égyptienne, c'était une figuration, une peinture. On voyait on voit une espèce de petit. C'est vrai que ça ressemble à un petit éléphant, un petit truc comme ça. Et mais poilu, donc voilà, ça a été. Mais c'est débattu, mais c'était intéressant. Très bien. Alors, la représentation du mammouth hors d'Europe, non.
Oui, c'était la deuxième question Oui, là, de... excusez-moi, c'est la deuxième question. Est-ce qu'il y a des représentations de mammouths hors d'Europe? On n'en a pas. D'accord. Il y a encore une Même, question. par exemple, en Amérique, alors qu'il était en Amérique, on n'a pas de représentation, hein. Parce que l'art pariétal, vraiment, du paléolithique, c'est du paléolithique supérieur, c'est vraiment en Europe et plus spécialement dans la région franco-cantabrique. Donc, de toute façon, il y a pas de représentation donc en Amérique du Nord, même en dehors du mammouth. Voilà qui est clair. Nadège, je crois qu'il y a une question de Nadège. Oui, Peut-on imaginer que certaines de nos interprétations soient contredites à l'avenir? Oh, bah, c'est-à-dire que je pense pas que certaines interprétations soient contredites à l'avenir. C'est pas que je pense que ce sera pas, mais comme elles sont données comme des interprétations et comme des hypothèses, ce que je pense que l'avenir, parce que c'est comme ça que fonctionne aussi la science, c'est ça qui est passionnant, c'est qu'il y a plusieurs hypothèses que l'on émet, et puis au fur et à mesure des découvertes, ben, il y a des hypothèses qui tombent d'elles-mêmes parce qu'elles sont infirmées, et par contre, il y en a d'autres qui restent en lice, si j'ose dire, et qui, qui peuvent justement être confirmés par des nouvelles découvertes. Donc, ça, c'est tout à fait sûr qu'il y aura des modifications, mais ce ne sont que des hypothèses. Donc, on les présente, enfin, normalement, on devrait en tout cas les présenter comme des hypothèses. Parce que malheureusement, c'est notre drame à nous préhistoriens, c'est qu'il y a plein de choses au niveau du pourquoi. C'est-à-dire que nous, on constate, voilà, on voit un dessin de mammouth. Bon, on le voit, c'est sûr. Donc, ils l'ont fait. On voit s'il est plutôt abstrait ou plutôt, au contraire, très naturaliste. On voit. Mais savoir pourquoi il a été dessiné ou peint ou gravé, etc., c'est là où on est obligé de passer à l'interprétation, comme vous dites, mais surtout plutôt aux hypothèses. Donc, c'est pour ça que souvent, il y a plusieurs hypothèses. Je prends en résumé, il y a, pour l'art pariétal, il y en a qui pensent, parmi les spécialistes de l'art pariétal paléolithique, qui pensent que on est dans des croyances animistes, par exemple, et que ces grottes sont des lieux, voilà. Et d'autres qui pensent que non, c'est du chamanisme. Eh bien, c'est extrêmement difficile. Comment voulez-vous trancher? Moi, je pense à d'autres hypothèses. Ça peut être aussi des lieux de rites initiatiques, parce qu'on a beaucoup d'empreintes d'adolescents ou d'adolescentes. Ça peut être aussi voilà, un endroit où il y avait des rites initiatiques. Il y a plein d'hypothèses, plein de possibilités, parce que là, malheureusement, on n'a pas de moyen de savoir pourquoi les motivations. On ne peut que supposer des motivations. Et ça se trouve, il y a des motivations, même avec notre esprit du XXIe siècle, notre façon de vivre, de concevoir les choses, de concevoir le monde dans nos sociétés. Peut-être certaines ne sont même pas envisagées parce que c'est trop éloigné de nous. Donc, on peut, maintenant, je crois qu'il y a beaucoup de connaissances, de savoir sur les comportements de subsistance. C'est-à-dire, en fin de compte, maintenant, il y a on a plein de preuves et tout pour dire, voilà, ben, c'est sûr, ils chassaient, mais ils consommaient ceci, ils faisaient des peintures, etc. Dans tous ces comportements-là, on peut le dire avec une assurance, comme on peut dire qu'ils enterraient leurs morts, que certains étaient cannibales, etc. Donc, on a des preuves de tout ça, mais dès qu'on essaie de comprendre pourquoi, par exemple, moi, je travaille sur le cannibalisme en ce moment. Il y a des preuves de cannibalisme, mais pourquoi? Quels sont les motifs? Est-ce que c'est un cannibalisme? Déjà, est-ce que c'est un endocannibalisme, un exocannibalisme? Est-ce que c'est un cannibalisme alimentaire ou est-ce que c'est rituel? Est-ce que c'est de l'endocannibalisme, c'est-à-dire un rite funéraire? Vous voyez, après, c'est difficile de savoir pourquoi. Donc, c'est sur ça qu'on essaie de travailler et de trouver d'autres moyens d'investigation. L'ADN nous permet d'avoir un peu d'éléments de réponse pour ça, mais c'est difficile. Par exemple, l'ADN sur des squelettes humains, sur les Néandertaliens, ça nous a montré que dans certaines sociétés, bien sûr, pas toutes, certaines sociétés néandertaliennes, eh ben, ils étaient patrilocaux. C'est-à-dire que c'est les femmes qui venaient dans le clan, qui quittaient leur clan de naissance pour venir dans un autre clan. Donc là, ça nous ouvre un peu sur le mode de vie social, sur la structure sociale.
Alors, donc, Une autre question de Mélissa. Donc, retrouve-t-on des traces du mammouth dans la tradition orale telles que les contes? oui, alors là, il y en a beaucoup dans les contes sibériens, dans les contes russes. Beaucoup où on fait allusion au mammouth. Merci. On va voir s'il y a encore peut-être quelques questions. On arrive bientôt à 1 heure d'intervention, mais il y a peut-être encore quelques questions. Alors, sait-on si, on en a un peu parlé peut-être, mais sait-on si d'autres animaux préhistoriques ont engendré d'autres mythes? Bah, en fin de compte, celui qui peut-être euh, peut rejoindre un petit peu le mammouth, mais c'est beaucoup moins fort quand même. Mais il a eu ses grandes périodes historiques, c'est le rhinocéros. Le rhinocéros, d'ailleurs, on a trouvé des rhinocéros congelés aussi, hein. Mais on n'a pas du tout on n'a pas cette ampleur, voilà. On n'a pas parce que le mammouth, il traverse, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui est intéressant avec les mythes autour du mammouth, avec les légendes, les contes et tout ça autour du mammouth, c'est que ça part de ces humains préhistoriques, vous voyez, et même des Néandertaliens, et ça vient jusqu'à nous. Et c'est ça qui est intéressant. Et en plus, ça touche, on va dire aussi, plusieurs régions du monde. Donc, par exemple, aux États-Unis, il y a les mammouths, il y a les mastodontes. Et là aussi, ça a donné quand même des légendes, notamment les légendes des géants. On a beaucoup de choses autour des géants qui peuplaient le monde, comme il disait. Voilà, mais sinon, c'est vrai qu'il n'y a pas tellement d'autres animaux, en fin de compte. Sauf, je ne parle pas des dinosaures, mais ça, c'est autre chose. Voilà, mais surtout, pas de dinosaures avec les hommes, hein. Mais sinon, les dinosaures aussi, ils sont vraiment dans l'imaginaire, hein. Ça, c'est clair. Mais là, c'est autre chose. Alors, je crois qu'on a fait le tour, hein, on a fait le tour des questions d'après, je viens de relire un peu les commentaires. Donc, je vous remercie encore énormément hein, pour votre participation ce soir pour cette conférence en ligne, Marilène Patoumatis. Moi, je vous remercie aussi. Et puis, je regrette parce que pour moi, c'est moins agréable et tout. Et en plus, moi, d'habitude, quand je fais mes conférences, je bouge beaucoup. Voilà, je suis très Oui, c'est vivante, je sûr. tourne et tout. Et là, bon, c'était un peu compliqué avec ce système. J'espère que malgré tout, que ça a été assez clair et que ça vous a intéressé parce que c'est vrai que là, c'était un exercice quand même pas facile. En plus, le partage d'écran parce que je voulais quand même montrer donc les diapositives et tout. Non, mais on a eu des très bons retours là en direct, a priori. Bon, Ça a plu et puis c'était une bonne façon de faire vivre un peu notre exposition Un temps de mammouth qui est fermée en ce moment, qui va être bientôt démontée du coup. Et donc voilà, on était ravis de vous accueillir. j'étais ravie et je regrette que bon, mais c'est comme ça, c'est les conditions sanitaires C'est ça. et voilà, on ferme les musées, bon, c'est sûr. Et Donc, là, tout le monde a déjà quitté alors je vérifie, vous C'est avez moi, raison. comme je vois personne, parce que d'habitude, je vois les gens, mais là, je voyais personne d'autre que vous. Oui, parce qu'on a utilisé Zoom pour des raisons techniques. Ouais, non, j'ai refait un tour. Là, vous avez plein de remerciements, comme je vous disais, mais on a fait le tour des questions. Voilà. Mais sinon, il y a encore des gens en ligne, on peut discuter ou Bah, ils vous entendent. Ah bon. Le Là, je direct. vais discuter un peu avec vous après pour l'Expo Mammouth, mais peut-être on peut faire rester ensemble, nous, et faire quitter parce que là, ça devient des questions par rapport à l'exposition
Oui, très bien, on peut poursuivre Voilà, c'était. ensemble. Merci à vous et Merci à tout le monde, en tout cas. Merci de m'avoir écouté. c'est ça. Merci à tout le monde. Bonne fin de soirée et bonne fête.